Imaginez, un instant, que son existence n'est pas un ensemble de chances ou un script écrit par des forces invisibles. Imaginez que chaque idée qu'il cultive, chaque mot qu'il prononce et chaque émotion qu'il ressent est en fait un outil puissant entre vos mains. Avec eux, conscient ou non, vous façonnez, brique by brique, la réalité que vous vivez tous les jours. Vous êtes, sans vous en rendre compte, un architecte. Mais quel type de construction augmente-t-il ? Un chef-d'œuvre de la prospérité, avec des fondations inadaptables et des horizons limites ? Ou un dédale de restrictions, où chaque peur et chaque doute se transforment en mur qui emprisonne son potentiel ? Ce n'est pas seulement un livre audio avec des conseils génériques. C'est le dévoilement d'une connaissance ancestrale, un manuel oublié par la majorité, mais dominé par les plus grands génies, visionnaires et constructeurs de fortune de l'histoire. Je parle d'un code caché au cœur de votre esprit, espérant être déchiffré et activé. Tout au long de ce voyage, je vous guiderai pour ne pas construire une vie ordinaire, mais pour ériger un héritage de buts, de richesses et de réalisations qui transcendent les générations. Préparez-vous à plonger en profondeur. Préparez-vous à réveiller l'architecte qui s'habitue en vous. C'est une invitation à la transformation, et pour que ce soit vraiment un impact, j'ai besoin de votre engagement. Si ces mots résonnent dans votre âme, acceptez le défi. Démontrez à l'univers qu'il est prêt pour l'abondance. Rejoignez-nous, faites partie de cette communauté de constructeurs de prospérité. Et, plus que cela, déclarez à haute voix, je suis l'architecte de mon abondance, un serment qui scellera votre pacte avec cette nouvelle réalité. Si vous ressentez un appel encore plus intense, envisagez d'entrer dans notre cercle exclusif de membres. Votre soutien élargira non seulement ses connaissances, mais il le connectera à un réseau de puissance et de sagesse qui peut le conduire vers ses plus grands rêves. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans sa propre évolution. Le monde est plein de gens qui ne réagissent qu'à la vie. Mais la véritable alchimie de la prospérité se révèle à ceux qui osent le créer. Le moment est venu de cesser d'être un spectateur et d'assumer le rôle de maître constructeur de sa destination. Le moment est venu de démêler le code. Et tout commence ici, la langue secrète du subconscient. Chaque grande civilisation, chaque chef-d'œuvre de l'ingénierie, chaque fortune durable a commencé par un projet, un croquis détaillé, une vision claire dessinée avant même sa fabrication dans le monde réel. Votre esprit fonctionne de la même manière. Le subconscient, cet artisan infatigable qui opère 24 heures sur 24, est le grand exécuteur testamentaire de sa vie. Et votre seul moyen de communication est les projets que vous vous donnez grâce à des pensées, des mots et des émotions. Le problème ? La plupart des gens donnent inconsciemment des erreurs subconscientes pleines d'erreurs. Je n'ai pas assez d'argent, les riches sont corrompus, je ne le ferai jamais. Et lui, fidèle à son métier, transforme ses croyances en réalité. Chaque plainte, chaque méfiance, devient une brique dans la construction d'une vie limitée. Mais le code ancestral révèle qu'il y a une langue pour communiquer avec ce maître constructeur, une langue qu'il comprend comme les autres, celle des déclarations puissantes. Pas aucune déclaration, cependant. Pas de mots insignifiants répétés. Je parle de déclarations chargées d'intention et d'émotion, comme les runes enregistrées dans l'essence de votre être. Les neurosciences modernes, avec le concept de neuroplasticité, ont confirmé ce que les anciens sages savaient déjà, leur cerveau est malléable, un jardin qui fleurit selon les graines que vous plantez. Lorsque vous répétez avec conviction « Je suis un aimant de prospérité », l'abondance s'écoule par plusieurs chemins, il ne parle pas seulement, il réécrit son propre esprit. Il crée des raccourcis neuronaux qui relient l'idée de richesse à son identité la plus profonde. Met à jour son système d'exploitation interne. Le secret est que le subconscient ne distingue pas le réel de l'imagination avec vivacité. Lorsque vous vous voyez en signant des contrats à millionnaires, en recevant des chèques généreux ou en vivant dans la maison de vos rêves, il accepte ces images comme souvenirs précoces. Et ce faisant, il commence à travailler sans relâche dans le présent pour aligner votre réalité externe avec cette nouvelle programmation interne. Considérez le subconscient comme un puissant moteur de recherche. Si vous le configurez pour trouver la rareté, cela mettra en évidence toutes les dettes, obstacles et limitations dans votre chemin. Mais si la reprogrammation pour identifier les opportunités, des idées soudainement innovantes, des connexions précieuses et des solutions créatives émergeront comme si l'univers entier conspire à son avantage.
C'est la force du premier pilier du code, maîtriser la langue de l'abondance afin que votre architecte interne commence à construire un nouveau monde pour vous. Et le fondement de cette construction est non négociable, responsabilité absolue. Le premier principe le plus sacré de l'architecte de la prospérité est le suivant: je suis seul responsable de ma vie financière et prends le contrôle total de mes résultats. Ce n'est pas une phrase d'effet, c'est une déclaration de pouvoir. Le moment où vous n'êtes plus en otage aux circonstances et assume le trône de votre propre existence. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, vivent en mode victime: l'économie est mauvaise, mon patron ne m'apprécie pas, personne ne m'a appris à gérer l'argent. Chaque excuse de ceci fait abandonner l'architecte interne de la prospérité, remplacé par un sablier qui justifie la médiocrité. Pour blâmer les autres, c'est le poison qui paralyse l'action et tue l'ambition. Mais les vrais maîtres de l'abondance comprennent une vérité libératrice: chaque réel, chaque occasion manquée, est le résultat direct d'un choix, le vôtre. Assumer 100% de responsabilité est une autonomisation, car vous devenez la cause, pas l'effet. Si vous êtes la cause, vous pouvez modifier la cause. Et si vous pouvez changer la cause, cela peut tout changer. Lorsque vous assumez le sceptre de votre vie, vous n'êtes plus prisonnier de circonstances et devient un aimant de solutions. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « que puis-je en faire ?» Le désolé pour la rareté cède la place à la stratégie pour créer l'abondance. Cet état d'esprit, cette responsabilité radicale, est le fondement sur lequel tous les empires que nous admirons. Observez les géants qui ont façonné l'histoire, aucun d'entre eux n'a perdu de temps à blâmer leur sort. Lorsque Steve Jobs a été licencié d'Apple, l'entreprise qu'il a lui-même fondée, n'a pas coulé dans l'auto-émie. Il a pris le commandement de son propre récit, a transformé le rejet de carburant, avec Next et Pixar, a non seulement réinventé son héritage, mais est revenu pour sauver Apple de la faillite. Ce n'était pas une victime. C'était un architecte qui a utilisé les décombres de l'échec comme fondation pour quelque chose de plus supérieur. Votre transformation financière ne commencera pas tant que vous arriverez en otage en circonstance. La première brique de ce nouveau bâtiment est une certitude inébranlable: vous, et seul vous, êtes responsable de vos résultats. En embrassant cette vérité, une force indomptable se réveillera en vous, car, pour la première fois, le contrôle absolu de votre destin sera entre vos mains. Arrêtez de chercher des coupables. Prenez les rênes. Supposons votre trône. Chapitre 3, le calice du mérite, déverrouillage de l'abondance. À la recherche de la richesse, la plupart sont perdus dans les stratégies, les investissements et les connexions. Mais la codice ancestrale révèle un secret ancestral: l'outil le plus puissant n'est pas dans le monde extérieur, mais en vous. Je parle du mérite. La déclaration « je mérite la prospérité et accepte l'abondance dans tous les domaines de ma vie » n'est pas un mantra vide, c'est la clé qui déverrouille le calice sacré. Son subconscient, le gardien de ses croyances les plus profondes, agit comme un système de sécurité émotionnelle. Si, dans le cœur, vous croyez que l'argent est sale, que la richesse est pour les autres ou qu'elle n'en est pas digne, votre subconscient vous protégera, non pas de la pauvreté, mais de la prospérité. Comme saboter à chaque étape. Création de freins invisibles. Vous faire tergiverser, prendre de mauvaises décisions, pire, vous sentir paralysant la culpabilité chaque fois que le succès frappe à votre porte. Ce sont les virus mentaux de la rareté, installés depuis l'enfance. L'argent ne grandit pas sur l'arbre, riche est égoïste, la spiritualité et la richesse ne correspondent pas. Le génie de l'affirmation du mérite est qu'il ne combat pas ces virus, il les remplace. Le répéter avec conviction est de savoir comment désinstaller un logiciel obsolète et toxique de votre esprit et installer un système d'exploitation haute performance. La vraie prospérité n'est pas poursuivie, attire. Et l'attraction ne fonctionne que lorsque vous vous sentez digne de recevoir. Si vous vous présentez face à l'abondance avec la mentalité de « je ne suis pas suffisant », l'univers écho, vous avez raison. Mais si vous vous tenez avec la certitude non qualifiée de « je le mérite », les portes s'ouvriront. Beaucoup de Les millionnaires ne sont pas nés riches. Ils ont dû désapprendre ce qui leur a été appris. Ils ont dû faire taire la voix intérieure qui chuchotait « tu n'es pas assez bon ». Ils ont dû convaincre leur propre subconscient que la prospérité n'est pas un prix, mais une conséquence naturelle de sa valeur.
La transformation financière la plus profonde ne se produit pas dans le relevé bancaire, cela se produit dans le miroir. Lorsque vous regardez dans vos yeux et croyez vraiment que vous êtes digne d'abondance sous toutes ses formes, vous verrez le monde extérieur se réorganiser pour refléter cette nouvelle vérité. Permettez-vous de recevoir. Permettez-vous de mériter. La richesse vous attend, mais cela ne se manifestera que lorsqu'il cesse de le repousser avec votre manque d'estime de soi. Chapitre 4. La sécurité interne des trésors cachés, puissance interne. Nous avons appris à rechercher des solutions à l'extérieur. Ils nous ont conditionnés à croire que, pour prospérer, nous avons besoin d'un capital des risques, de contacts influents, d'un diplôme d'élite ou d'une arnaque de chance. Mais le codex ancestral révèle une vérité révolutionnaire: j'ai tout ce dont j'ai besoin pour créer une richesse illimitée. Ce n'est pas une arrogance, c'est l'autonomisation. Il est à comprendre que votre fonctionnalité la plus précieuse n'est pas de l'argent mais votre capacité à réfléchir. Ce n'est pas une liste de contacts, mais votre capacité à résoudre des problèmes. Ce n'est pas un héritage, mais votre créativité pour générer de la valeur. Le problème de la mentalité de dépendance externe est qu'il en fait un mendiant éternel. Vous attendez que quelqu'un vous donne la permission, les ressources ou les opportunités. Si seulement un investisseur croyait en moi, si seulement mon patron me promettait, si une seule idée de génie tombait du ciel. Mais la prospérité n'est pas reçue, elle a créé. Les vrais constructeurs de fortune développent ce que les sages appellent le lieu de contrôle interne absolu. Ils savent que le succès n'est pas sur le marché, mais dans leurs décisions. Ce n'est pas dans l'économie, mais dans son ingéniosité. Ce n'est pas dans la chance, mais dans sa persistance. Cette croyance active un phénomène que la neuroscience appelle la neuroplasticité dirigée. Lorsque votre esprit est convaincu que les ressources sont déjà en vous, elle commence à les trouver. C'est comme si vous aviez un détecteur de trésorerie interne. Soudain, cette capacité d'enfance oubliée, cette passion abandonnée, cette connaissance que vous pensiez non pertinente devient la pièce clé du puzzle. Pensez aux grands innovateurs. Ont-ils commencé avec tout? Bien sûr. Steve Jobs a commencé dans un garage. Elon Musk était au bord de la faillite. Ce qu'ils avaient n'était pas de l'argent, c'était un esprit programmé de croire en leur propre pouvoir. Ils savaient que leur capacité à créer, innover et résoudre des problèmes d'une valeur de plus que tout capital étranger. Votre coffre-fort du trésor est en vous. Il y a une créativité infinie, une résilience en quête, une forte intuition et la capacité d'apprendre et de s'adapter à tout défi. Arrêtez de mendier des opportunités dans le monde extérieur. Commencez à creuser en vous. Ce que vous trouverez là-bas est la véritable source de richesse illimitée. Il est temps d'ouvrir le coffre-fort. Chapitre 5. Les yeux de l'aigle, la vision de l'opportuniste. Dans un monde chaotique et bruyant, la plupart voient les obstacles, les peurs et les problèmes. Concentrez-vous sur les nouvelles négatives, les difficultés du moment, les crises qui les paralysent. Mais ceux qui dominent l'art de l'abondance voient quelque chose de différent, des opportunités déguisées. Le guerrier de l'abondance prend une profonde inspiration, analyse les données et achète, car il sait que la vraie richesse est construite à des moments où d'autres fuient. Lorsqu'une entreprise échoue, l'entrepreneur ordinaire s'enfonce dans l'autocriticisme et quitte le jeu. Le maître de la prospérité extrait les leçons, ajuste la stratégie et revient plus fortement, car il comprend que l'échec n'est pas un verdict mais une étape. La discipline émotionnelle n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir malgré cela. Il reconnaît que la panique est un signe d'avertissement, pas un manuel d'instruction. Les grands empires ne sont pas construits par ceux qui n'ont jamais eu peur, mais par ceux qui ont appris à le dominer. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde parce qu'il n'a jamais eu de doute, mais parce qu'il a formé son esprit afin de ne pas être en otage envers eux. Votre règle d'or? Soyez peur quand les autres sont gourmands et gourmands quand les autres ont peur. Ce n'est pas une stratégie financière, c'est une philosophie émotionnelle de la guerre. Le bouclier du guerrier est forgé dans le silence entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, réside sa puissance. La plupart des gens réagissent. L'architecte de la richesse répond. Réagit qui est contrôlé par les circonstances. Réponse qui les domine. Lorsqu'un client annule un contrat, le désespoir réactif et réduit les prix de peur. Le stratège demande,
Comment puis-je l'utiliser pour affiner mon offre et attirer des clients encore meilleurs? Lorsqu'une crise économique afflige le marché, le réactif se fige. Le maître demande: quels actifs sont sous-évalués maintenant et comment puis-je me positionner pour la récupération? La codice ancestrale révèle un secret brutal: les émotions sont temporaires, mais les décisions sont permanentes. La colère passe, mais le mauvais investissement fait sous son effet demeure. L'euphorie disparaît, mais la dette contractée dans le feu du moment est. La discipline émotionnelle est l'antidote. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de former votre esprit pour ne pas être un esclave. C'est comme un général qui entend le bruit de la bataille mais ne laisse pas le chaos dicter ses ordres. Voici l'exercice qui sépare les amateurs des maîtres: avant toute décision financière importante, pause. Respirez. Demandez-vous: est-ce que je agis de la logique ou de la peur? Stratégie ou dépêchez-vous? Si la réponse est émotionnelle, attendez. La richesse n'est pas construite à la vitesse de l'impulsivité, mais dans l'exactitude de la clarté. Les grands empires tombent lorsque leurs dirigeants perdent le contrôle émotionnel. Les grandes fortunes naissent lorsque leurs constructeurs gardent la tête froide pendant que le monde autour brûle. Voulez-vous la prospérité? Forgez ensuite votre bouclier. Formez votre esprit à être plus fort que vos émotions. Parce que dans le domaine de la bataille de la richesse, la dernière pièce ne va pas aux plus intelligentes, ou la chance va à celle qui reste calme quand tout le monde perd le vôtre. Le vrai millionnaire ne considère pas la panique collective comme un signe de défaite, il le voit comme une invitation à la chasse. Alors que la foule est désespérée, vendant des actifs à des prix retardés, il ouvre son portefeuille avec la précision d'un chirurgien. Ce n'est pas de la chance. C'est la stratégie. Il achète quand du sang coule dans les rues, car il sait que la peur déforme les valeurs et révèle des opportunités que seuls les yeux froids peuvent voir. Et lorsque l'euphorie propage le marché, gonflant des bulles d'illusion, elle reste immobile, comme un rocher au milieu de l'ouragan. Il n'est pas effectué par le délire de la cupidité, car il comprend: ce qui monte sans fondement, s'effondre avec la violence. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde par hasard. Il a construit un empire de plus de 100 milliards de dollars à la suite d'un principe aussi simple que brutal: la richesse n'est pas conquise d'émotions, mais avec une logique implacable. Il n'investit pas dans ce qui l'excite, mais ce que votre raison s'avère avoir une valeur intrinsèque. Alors que les autres se noient dans la peur ou l'empressement, il navigue dans les eaux turbulentes avec le calme qui sait que les marées reviennent toujours dans leur lit naturel. Sa fortune n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat de décennies de discipline émotionnelle, où chaque décision a été filtrée par la question: est-ce que cela a du sens, ou est-ce que mon ego parle? Forger ce bouclier n'est pas pour les faibles. Cela nécessite une formation quotidienne, en tant qu'athlète qui sculpte son corps pour se battre. Cela vous oblige à vous arrêter au milieu du tourbillon émotionnel, à respirer profondément et à vous demander: j'agis de peur, par cupidité, ou pour raison? Cette pause, cette seconde de lucidité, est ce qui sépare les esclaves de leurs émotions des maîtres de leur destin. Parce que la richesse n'est pas un sprint. C'est un marathon où chaque étape doit être calculée, chaque énergie préservée, chaque décision prise avec le froid d'un général dans le domaine de la guerre. Chapitre 8, The Hero's Forge, l'investissement suprême. Dans la grande épopée de la vie, les héros ne sont pas nés avec des pouvoirs. Ils les forgent dans le feu de l'autodéveloppement, dans la sueur de l'apprentissage continu, l'obsession de s'améliorer chaque jour. Le codex ancestral est clair: j'investis dans mon éducation et mon évolution personnelle parce que je suis mon plus gros atout, et aucun autre investissement ne me donnera des dividendes si élevés. Ce n'est pas une déclaration vide. C'est la loi fondamentale de la prospérité. La plupart des gens traitent l'apprentissage comme une phase de la vie, ils mettent fin à l'école, reçoivent un diplôme et croient qu'ils savent déjà tout. Mais dans un monde où les règles du jeu sont réécrites chaque année, cet état d'esprit est un poison. Ce qui valait hier peut être inutile aujourd'hui. Ce qui vous a fait réussir dans le passé, c'est peut-être votre ruine demain. Le véritable millionnaire sait que son esprit est son usine de richesse, et les usines ont besoin d'un entretien constant. Chaque livre que vous lisez est une conversation avec un génie. Chaque cours que vous suivez est un nouvel outil dans votre arsenal. Chaque compétence qui domine est une porte qui s'ouvre pour des opportunités que les autres ne voient même pas. Ce n'est pas un passe-temps.
C'est une stratégie de survie. Richard Branson n'était pas un expert en musique lorsqu'il a fondé Virgin Records, ni dans l'aviation lorsqu'il a lancé Virgin Atlantic. Votre superpuissance ? L'esprit insatiable. Il entre dans de nouveaux marchés non pas parce qu'il sait tout, mais parce qu'il sait tout apprendre. Il est entouré par les meilleurs, absorbe les connaissances comme une éponge et transforme l'ignorance en domaine. Son empire n'est pas fabriqué par un avion ou des enregistrements, il est fait de curiosité appliquée. Sa valeur sur le marché n'est pas statique. Il est directement proportionnel à sa capacité à résoudre des problèmes. Et votre capacité à résoudre des problèmes est directement proportionnelle à ce que vous savez et à ce que vous faites. Alors arrête de voir un cours comme une dépense. C'est un actif qui verse des dividendes toute une vie. Arrêtez de voir un livre comme un papier imprimé. C'est un mentorat avec les plus grands stratèges de l'histoire. Vous êtes la forge. Vos connaissances, votre santé, vos compétences et vos relations sont l'acier que vous façonnez. Investissez en vous-même comme s'il s'agissait de la seule application qui compte, car, en fin de compte, il l'est. Chapitre 9, le rythme de l'infini, persistance implacable. Dans la saga des constructeurs de Fortuna, la victoire n'appartient pas aux plus talentueux, mais les plus têtus. Le codex ancestral révèle, j'ai persisté face aux difficultés, car chaque obstacle est une étape déguisée. Ce n'est pas une phrase de motivation bon marché. C'est le système d'exploitation qui transforme les pannes de carburant et la douleur en puissance. La plupart abandonnent le premier non. Ils considèrent l'erreur comme une preuve de handicap, le rejet en tant que mur insurmontable. Mais le millionnaire reprogramme son cerveau pour voir l'échec comme une carte. Un non n'est pas la fin, c'est le début d'une négociation plus intelligente. Une erreur n'est pas une défaite, c'est un investissement coûteux dans la sagesse. Le chemin de la richesse n'est pas une route droite. C'est un dédale, des portes verrouillées et des murs qui semblent incassables. La persistance est le choix qui ouvre le passage. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois avant d'inventer la lampe. Il a éliminé 1000 mauvaises façons. Chaque tentative n'était pas un revers, mais un pas de plus de la solution. Son entêtement n'était pas l'obstination aveugle, c'était une stratégie mathématique. Il savait que la réponse existait et son travail consistait à exclure toutes les fausses alternatives jusqu'à ce qu'il le trouve. La persistance est un muscle. Chaque fois que vous faites face à un obstacle et à l'avance, il devient plus fort. Chaque rejet que vous utilisez comme trampoline au lieu de la tombe le rend plus difficile. Au fil du temps, vous voyez des problèmes non pas comme des obstacles, mais comme des étapes. C'est le secret de la résilience surhumaine du grand, ils ne sont pas à l'abri de la peur ou du découragement. Ils agissent simplement malgré eux. La prochaine fois que la difficulté frappe à votre porte, ne demandez pas « Pourquoi cela se produit-il ?» Demandez « Qu'est-ce que cela m'apprend ? Quel ajustement dois-je faire ?» Parce que c'est ainsi que le rythme de l'infini, une persistance implacable, se transforme en étape et rêve en empire. Chapitre 10, le cercle du pouvoir, l'alliance des Giants. Personne ne construit une fortune seule. La codice ancestrale dévoile une vérité irréfutable, m'entoure de gens prospères et qui réussissent, car mon cercle détermine mon plafond. Votre réseau n'est pas un détail, c'est le fondement invisible qui soutient, ou laisse tomber, vos rêves. Détermine vos capitaux propres. Votre cercle d'influence n'est pas seulement un groupe de contacts, c'est le miroir de votre avenir. La plupart des gens à propos de ceux qui valident leur médiocrité, des amis qui se plaignent, critiquent le succès et voient le monde à travers l'objectif de rareté. Pire, ce n'est pas un choix conscient, mais une programmation subconsciente. Nous nous sentons à l'aise dans la familiarité, même lorsque cette familiarité nous coule. Mais la science est implacable, vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous passez le plus de temps. Vos revenus, vos habitudes, votre état d'esprit, tout est contagieux. Les millionnaires ont transformé la construction de leur réseau en science stratégique. Investissez du temps, de l'énergie et des ressources pour se connecter avec des personnes qui les inspirent. Cela les défie et les élève. Ce n'est pas l'opportunisme, c'est la survie évolutive. Ils savent que la richesse n'est pas créée uniquement isolément, mais se multiplie en collaboration. Son réseau n'est pas seulement une source de clients ou de partenaires, c'est un domaine d'énergie, un puits d'idées, un réservoir de sagesse et une norme d'excellence.
Un millionnaire ne va pas à un événement en pensant à ce que vous pouvez gagner, mais ce que vous pouvez offrir. Ce simple déplacement de la perspective le transforme en épicentre d'un cercle de pouvoir. Parce que l'univers opère par une loi immuable, les gens veulent aider ceux qui se consacrent à aider les autres. Si votre cercle célèbre la médiocrité, il sera presque impossible d'aspirer à la grandeur. Si vos conversations tournent autour de la faute, il sera difficile de voir l'abondance. Mais si votre cercle vous met au défi de grandir, vous inspire à rêver plus grand et à le soutenir dans des doutes, votre succès n'est pas une possibilité, c'est une conséquence inévitable. Le moment est venu de faire un inventaire brutal de votre cercle. Le soulève-t-il ou le coule-t-il? Vous inspirez ou vous limitez? Choisissez vos alliés avec la même précision que vous sélectionnez les architectes de votre empire. Entourez-vous de géants et vous grandissez jusqu'à ce que l'un d'eux devienne. L'alliance géante n'est pas une légende, c'est une réalité que vous pouvez commencer à construire aujourd'hui. N'oubliez pas, pour rejoindre cette communauté de constructeurs de prospérité, vous pouvez devenir membre de ce canal. Son soutien élargit non seulement cette sagesse, mais le relie à un cercle de puissance et de connaissances qui le conduira vers ses objectifs les plus audacieux. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans son évolution. Chapitre 11, la 10e révélation, le pouvoir d'agir involontairement. La procrastination est le virus silencieux qui paralyse les rêveurs. C'est cette voix subtile qui murmure, commencez demain. Attendez de vous sentir motivé. Faites quand vous en avez envie. Et la plupart, sans le savoir, obéissez, croyant que l'action doit être précédée d'une épidémie d'inspiration. Mais le codex ancestral dévoile la vérité brute, je fais ce qui doit être fait quand il faut faire, quel que soit ce que je ressens. Cette déclaration est le marteau qui brise les courants d'inertie. Parce que la motivation n'est pas une muse capricieuse à laquelle nous devons nous attendre, c'est un sous-produit d'action. Lorsque vous commencez, même sans volonté, le mouvement génère votre propre énergie. Les neurosciences prouvent, l'action libère la dopamine, le carburant de la récompense qui nous propulse à suivre. Les millionnaires, les vrais architectes de la richesse, ont développé ce que j'appelle l'amnésie émotionnelle sélective. Ils ont installé un interrupteur mental qui les fait agir comme si leurs sentiments temporaires n'existaient pas fatigués. Acte. Abrumaed. Acte. Non motivé. Acte. Ils n'attendent pas le soleil de la motivation, ils deviennent le soleil. Il s'agit d'un muscle mental qui se renforce avec la pratique. Chaque fois que vous vous levez pour vous entraîner, bien que le corps demande encore 5 minutes, il renforce votre culture préfrontale, la région du cerveau responsable de l'auto-témoignage. Chaque fois que vous vous asseyez pour travailler sur un projet important, malgré les distractions, c'est la formation de votre volonté. Au fil du temps, cette discipline devient un pilote automatique qui le guide vers ses objectifs, indépendamment des troubles émotionnels. Ne laissez pas vos émotions qui passent décider du sort de votre vie. La motivation est éphémère, mais la discipline est un choix permanent. Les millionnaires n'ont pas de superpuissance, ils ont simplement formé leur esprit pour appartenir à leurs actions, et non à des esclaves à leurs sentiments. La prochaine fois que la voix de la procrastination chuchotait, répondez par une action. Commencez petit, envoyez un email, appelez, écrivez une phrase. Vous verrez comment le mouvement génère votre propre énergie, et la motivation qui semble perdue reviendra, parce que vous l'avez créée. Chapitre 12, The Focus Revolution, armure mentale contre les distractions. Nous vivons à l'ère de la distraction perpétuelle. Notre temps et notre attention, les deux fonctionnalités les plus précieuses que nous ayons, sont en tant que siège constant. Le ping d'une notification, le défilement infini des réseaux sociaux, l'avalanche des emails, tout concourt pour notre objectif. Mais le code ancestral révèle, le maître de l'abondance a activé un bouclier impénétrable. Votre déclaration est claire, je me concentre sur les objectifs qui comptent et élimine les distractions qui ne contribuent pas à mon succès. L'accent n'est pas seulement une compétence, c'est une superpuissance. Les études neurologiques prouvent qu'à chaque interruption, dans l'esprit ça prend en moyenne 23 minutes pour récupérer la concentration totale. En d'autres termes, si vous êtes interrompu toutes les 11 minutes, comme la plupart, il n'entre jamais dans l'état du flux profond, cet état presque méditatif où le travail le plus précieux et le plus transformateur se produit.
Les millionnaires ont transformé la protection de l'attention en une priorité absolue. Des chiffres comme Warren Buffett et Bill Gates sont légendaires pour la façon dont ils gardent leur temps et leur espace de concentration comme s'ils étaient des trésors. Ils comprennent, il ne s'agit pas de travailler plus d'heures, mais de faire le travail qui compte vraiment avec une concentration maximale. Votre attention est la matière première de la prospérité. Chaque fois que vous vous concentrez, vous investissez de l'énergie dans la construction de votre avenir. Chaque fois que j'étais distrait, il détourne cette énergie. L'absence de concentration n'est pas une simple mauvaise habitude, c'est un sablier silencieux qui vole son temps, son potentiel et sa richesse. Il n'agit pas avec un crash, fonctionne dans l'ombre, détournant son énergie au trivial tandis que l'extraordinaire reste inachevé. Protéger votre objectif n'est pas un luxe, c'est une guerre stratégique. Cela vous oblige à identifier vos objectifs les plus critiques, avec une précision chirurgicale, à éliminer tout ce qui ne les sert pas. Cela signifie non pour les réunions qui n'ajoutent pas, les notifications qui fragmentent votre esprit et les tâches qui ne remplissent que l'espace sans générer de résultats. Cela signifie créer des rituels de concentration profonde, éteindre votre téléphone, fermer la boîte de courrier électronique, transformer votre environnement en sanctuaire où seuls les éléments essentiels existent. La prospérité n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat accumulé d'actions ciblées. La médiocrité, en revanche, est le sous-produit de la distraction chronique. Si vous voulez construire un empire, vous devez traiter votre attention comme l'atout le plus rare au monde, car c'est le cas. Dans la symphonie de la création, l'objectif est la mélodie qui guide la maîtrise. Sans cela, vous improvisez simplement. Chapitre 13. Les rituels du matin, l'alchimie du succès quotidien. Avant la naissance du soleil. Avant que le monde ne se réveille avec sa cacophonie de demandes, le véritable architecte de la prospérité est déjà en mouvement. Vous ne répondez pas aux emails et ne répondez pas aux appels. Forge les fondements de votre journée. Le codex ancestral révèle: je commence chaque jour avec des rituels qui me préparent mentalement, physiquement et émotionnellement pour la victoire. La plupart des gens se réveillent et plongent immédiatement dans le chaos réactif, vérifient le téléphone portable, inondent l'esprit de nouvelles négatives et de demandes extraterrestres et, sans s'en rendre compte, abdiquent le contrôle de la journée avant même qu'il ne commence. Mais les millionnaires, les grands créateurs, ont compris une vérité fondamentale: la matinée n'est pas de réagir, c'est à programmer. Ils ont développé des rituels matinaux qui agissent comme une réinitialisation du système d'exploitation mentale. Peu importe comment méditer, lire un livre inspirant, travailler ou passer 10 minutes à planifier la journée en silence. Ce qui compte n'est pas le rituel lui-même, mais la discipline de le garder. Ce moment sacré a une puissance transformatrice, vous programmez intentionnellement votre mental d'état avant que le monde extérieur ne le fasse pour vous. C'est à ce moment que vous vous souvenez de vos objectifs, consultez votre succès et vous alignez avec votre propre version que vous souhaitez devenir. C'est à ce moment que vous arrêtez d'être un éphémère et prenez le contrôle du gouvernail. Pensez au rituel du matin comme l'alchimie du succès. Vous prenez les éléments grossiers de la journée, le temps, l'énergie, la concentration, et les transforme en quelque chose de beaucoup plus précieux. Il convertit l'inertie en élan, la distraction en concentration et en peur dans la confiance. Chaque fois que vous effectuez votre rituel, vous envoyez un message puissant à votre subconscient: cette journée ne me contrôlera pas. Je contrôlerai ce jour. Et cette déclaration, lorsqu'elle est répétée avec la discipline, reprogramme ses résultats. Donc, avant de prendre le téléphone, avant de vérifier les emails, consacrez un moment sacré à vous-même. Méditez. Écrivez dans un journal. Déplacez votre corps. Ce faisant, vous construirez une base incassable de force et de clarté qui vous guidera à travers la turbulence de la journée et vous fera étape par étape vers votre destination de prospérité. Chapitre 14. La finition, l'art perdu de terminer ce qui commence. Le chemin vers la richesse est pavé de projets abandonnés et d'idées brillantes qui n'ont jamais quitté le journal. La plupart d'entre nous souffrent du syndrome « presque là », nous avons commencé beaucoup de choses, mais nous terminons très peu. Mais le codex ancestral révèle: je termine ce que je commence et je n'abandonne jamais mes objectifs importants, peu importe combien de temps ils prennent. Ce n'est pas à propos de perfectionnisme, il s'agit d'un engagement non négociable.
Le monde est plein de gens qui sont formidables pour commencer, mais très peu sont exceptionnels à terminer. Et la différence entre le succès et l'échec est rarement dans le talent ou la chance et dans la capacité surhumaine à mettre fin à un projet. La finition est le bassin versant entre les rêveurs et les réalisateurs. Chaque fois que vous terminez quelque chose qui a commencé, même s'il est petit, envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis un mot de mots. Je tiens mes promesses. Je suis fiable. Cette intégrité interne devient le fondement de votre estime de soi, de votre confiance en soi et de votre capacité à relever des défis encore plus importants. Jeff Bezos a travaillé des années sans profit à Amazon, confronté à des critiques incessantes. Elon Musk était au bord de la faillite à plusieurs reprises avec Tesla et SpaceX. Qu'est-ce qui les a différenciés de ceux qui ont abandonné? Son engagement non qualifié a terminé. Il savait que le succès n'est pas instantané, la récompense est dans la persévérance qui mène au dernier mile. La finalisation est la gratification reportée dans sa forme la plus pure, la capacité de sacrifier la commodité du présent, l'ennui du processus ou la tentation d'une nouvelle idée brillante par la récompense extrêmement plus grande de voir un objectif atteint. C'est comme avoir une machine à temps mental qui rend l'avenir si vivant que le présent perd de la force. La prochaine fois que vous aurez envie de quitter un projet, rappelez-vous, finir n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle confiance, d'une nouvelle aventure et d'un chemin vers une prospérité que la brique de brique, vers le dernier mur. Terminez ce qui commence. Et vous commencerez à construire un empire. Chapitre 15. Temps comme Diamond, The Time Revolution of Millionaire. Le temps est la ressource la plus précieuse de l'univers. Il ne peut pas être acheté, ne peut pas être stocké et une fois perdu disparaît pour toujours. Pourtant, la plupart des gens le traitent comme s'ils étaient des déchets infinis sur les distractions, les tâches précieuses et la passivité. Mais la codice ancestrale révèle la déclaration du vrai maître du temps: je gère mon temps comme si c'était mon bien le plus précieux, parce que je comprends quelle est la vie. Les millionnaires ont développé ce que nous pouvons appeler une mentalité temporelle de retour sur investissement. Ils calculent le rendement de chaque heure investie. Ils ne demandent pas « comment puis-je tuer le temps », mais « que puis-je créer plus de valeur en ce moment ?» Cet état d'esprit les rend brutalement sélectifs. Ils éliminent ce qui ne génère pas de valeur, délégueraient tout ce que les autres peuvent faire de même ou mieux et se concentraient exclusivement sur les tâches qu'ils peuvent effectuer uniquement, celles qui multiplient les résultats. Parce qu'en fin de compte, la richesse n'est pas une question d'argent, c'est à peu près le temps appliqué. Et qui domine cette équation, domine le jeu. Imaginez que chaque heure de votre vie est un diamant grossier. Vous pouvez le couper jusqu'à ce que vous deveniez un bijou inestimable ou laissez-le se perdre dans la boue de la distraction. Le choix vous appartient. Le temps n'est pas seulement une ressource, c'est la matière première de tout ce que vous construisez, votre richesse, votre santé, vos relations, vos connaissances. La différence entre ceux qui vivent en abondance et ceux qui vivent dans la pénurie ne sont pas dans le nombre d'heures chacun, mais dans la façon dont ils les utilisent. On agit avec intention, l'autre, par réaction. Maintenant, faites un inventaire implacable de vos heures. Où investissez-vous votre temps? Dans les aliments infinis ou dans l'absorption de connaissances qui les transforment? Dans des conversations vides qui drainent votre énergie ou dans les dialogues qui vous mettent au défi d'évoluer? En consommant un divertissement passif ou en architectant un projet qui le rapproche de vos objectifs? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Ensuite, avec la précision d'un chirurgien, éliminez tout ce qui ne contribue pas à sa croissance. Le temps est la vie, et la façon dont vous passez vos heures est la façon dont vous construisez votre héritage. Ne perdez pas vos heures dans la médiocrité. Investissez chaque minute, chaque seconde, dans la construction de la vie que vous méritez. Le temps est votre diamant et vous seul avez le pouvoir de le couper jusqu'à ce qu'il brille d'une intensité aveuglante. Chapitre 16, Intégrité personnelle, le fondement invisible du pouvoir. La plupart associent la puissance, l'argent ou le statut. Mais la codice ancestrale révèle une vérité plus profonde: le pouvoir qui dure et construit des empires n'est pas externe, est interne. Votre déclaration est claire: je réalise ma parole avec moi-même, car mon intégrité personnelle est la base de tous. À ma force. L'intégrité n'est pas une simple valeur, c'est un muscle mental. Chaque fois que vous vous engagez dans quelque chose, que vous vous réveillez tôt, terminez un projet ou maîtrisez une compétence, et que vous réalisez,
renforce ce muscle. Vous envoyez un message puissant à votre subconscient, je suis fiable. Je peux compter sur moi. Cette confiance en soi devient le fondement psychologique qui vous permet d'assumer des défis monumentaux, de prendre des risques calculés et de diriger avec conviction. Mais que se passe-t-il lorsque vous échouez vous-même? Chaque promesse brisée est un coup à son estime de soi. Je ne suis pas fiable. Je ne peux pas compter sur moi. Cette érosion silencieuse est un poison qui érode l'ambition à l'intérieur. Cela vous fait douter de vos propres capacités, vous sentez inapproprié et sabotez vos rêves avant même de les essayer. Les véritables architectes de la prospérité ont développé ce que nous appelons l'intégrité blindée. Leurs engagements envers eux-mêmes ne sont pas négociables, ce sont des contrats sacrés, enregistrés dans la pierre. Si vous promettez de vous réveiller à 5 heures du matin, réveillez-vous. Si vous promettez de terminer un projet, il se termine. Cette fiabilité interne devient la base sur laquelle ils construisent leur puissance externe. L'intégrité personnelle est la racine de la discipline. La discipline est la racine de l'action. Et une action cohérente est la racine de la prospérité. Ne vous attendez pas à ce que l'univers vous fasse confiance si vous ne vous faites pas confiance. Ne vous attendez pas à diriger les autres si vous n'avez pas appris à suivre vos propres promesses. Le chemin vers la richesse ne commence pas par un investissement ou une idée de génie. Cela commence par une simple promesse que vous vous faites. Il commence par un acte d'intégrité. Cela commence lorsque vous prouvez que vous êtes digne de confiance. Et ce faisant, il construit les fondations invisibles de la puissance illimitée. Chapitre 17, Power Composite, investir dans le futur exponentiel. La plupart des gens pensent à la croissance linéaire. Travailler 1 heure, gagne 1 heure. Mais la codice ancestrale démêle l'un des secrets les plus profonds de la richesse, l'effet composé. Votre déclaration est simple, j'investis mon énergie dans des activités qui génèrent des résultats multipliés à long terme. L'intérêt composé ne s'applique pas seulement à l'argent. S'applique à tous les domaines de la vie. Toutes les compétences que vous développez, chaque livre que vous lisez, chaque relation que vous cultivez, chaque habitude qui s'installe, toutes génèrent des dividendes croissants au fil du temps. C'est comme planter une graine qui, avec les bonnes précautions, se transforme en arbre dont les fruits récolteront le reste de votre vie. Les millionnaires pensent aux décennies, pas à des jours. Ils ne recherchent pas d'argent facile, de succès instantané ou de gratification immédiate. Ils recherchent des actions qui, au fil du temps, généreront une croissance exponentielle. Au lieu de perdre 1 heure sur les réseaux sociaux, ils investissent cette fois pour apprendre quelque chose qui augmentera leur valeur à l'avenir. Au lieu de dépenser avec superflu, ils s'appliquent aux actifs qui apprécient eux-mêmes. La différence entre la croissance linéaire et exponentielle est brutale. En linéaire, l'effort et la récompense sont proportionnels. En exponentielle, l'effort initial est grand, mais la récompense, au fil du temps, devient immense. C'est comme construire un moteur qui devient plus efficace et puissant chaque jour. C'est le secret de la patience stratégique. La plupart abandonnent avant que l'effet composé ne commence à fonctionner à votre avantage. Ils sont frustrés parce que les résultats ne sont pas immédiats. Mais le millionnaire, avec sa vision à long terme, sait que la plus grande croissance n'est pas ce qui est observé en surface, c'est ce qui se passe en silence, sous la terre. La prochaine fois que vous prenez une décision, ne vous demandez pas « Qu'est-ce qui me donne la plus grande récompense aujourd'hui ?» Demandez « Qu'est-ce qui m'apportera la plus grande croissance composée à l'avenir ?» Avec cet état d'esprit, vous programmerez votre esprit au succès exponentiel. Plantera des graines qui, au fil du temps, deviendront une forêt d'abondance. Chapitre 18, L'obsession de l'optimisation, la millionnaire Kaizen Mentality. La plupart se contentent de « assez bon ». Faites les choses comme vous l'avez toujours fait, sans remettre en question les méthodes. Mais le code ancestral révèle que le véritable architecte de la prospérité adopte une philosophie japonaise qui le transforme en une machine d'apprentissage continu. Votre déclaration est implacable, j'ai l'air sans relâche d'optimiser et d'améliorer tous mes processus et systèmes. Ce n'est pas une poursuite obsessionnelle de la perfection, mais une philosophie d'amélioration incessante. Ce que les Japonais appellent Kaizen, c'est l'art de faire chaque processus, chaque habitude, chaque action 1% meilleure chaque jour. Un gagnant. 1% peuvent sembler insignifiants.
Mais lorsque vous le multipliez pendant 365 jours, le résultat n'est pas une augmentation timide, c'est une transformation exponentielle de 37 fois. C'est le secret de l'avantage concurrentiel qui sépare les visionnaires des simples téléspectateurs. Les vrais constructeurs d'empires ne s'attendent pas à des révolutions soudaines. Ils sculptent leur grandeur avec des améliorations microscopiques, aussi précises que les incisions d'un chirurgien. Ils remettent en question chaque méthode. Disséquer les systèmes de ceux qui obtiennent des résultats plus élevés. Ils éprouvent, ajustent, affinent. Observez les grands athlètes, ils ne deviennent pas champions par hasard ou par une arnaque de chance. Ils dominent leur métier optimisant la technique 1%, 1% de nutrition, 1% de récupération. Au fil du temps, ces 1% s'accumulent jusqu'à ce qu'ils deviennent la différence entre le podium et l'oubli. Votre vie est un système. Votre entreprise est un système. Votre santé, vos relations, votre productivité, tout est un mécanisme qui peut être perfectionné ou abandonné à l'entropie. Si vous n'optimisez pas, vous régressez. La conformité est le poison silencieux qui érode le potentiel. La médiocrité est le prix de l'indifférence. Demandez-vous maintenant, comment puis-je rendre ma routine matinale plus efficace? Comment puis-je améliorer ma communication en 1% aujourd'hui? Comment puis-je augmenter mon énergie, mon objectif, mes connexions de seulement 1%? Ces petites victoires sont les briques invisibles avec lesquelles un héritage est construit. Ne sous-estime pas le pouvoir d'accumulation. L'excellence n'est pas une destination, c'est un rituel quotidien de raffinement. Ceux qui se contentent de « assez bon » sont avalés par la vague de non-pertinence. Ceux qui embrassent les kaizen deviennent des forces illégales, sculptant leur avenir avec l'exactitude d'un horloger suisse. Chaque ajustement, aussi petit, est un pas vers la machine d'abondance que vous êtes censé devenir. Chapitre 19, Normes incassables, l'art de rejeter la médiocrité. Sa réalité externe est un miroir fidèle de ses normes internes. La plupart des gens acceptent, sans s'en rendre compte, la médiocrité dans leur carrière, dans leurs relations, dans leur santé, comme si c'était le prix naturel de l'existence. Mais le codex ancestral dévoile la vérité brute, vous n'aurez jamais une vie extraordinaire avec des normes ordinaires. L'énoncé du maître de la prospérité est catégorique, je demande l'excellence de moi-même et je refuse toute forme de médiocrité dans ma vie. Votre subconscient est un serviteur fidèle mais implacable. Il ne remet pas en question, il se produit. Si vos normes sont faibles, elle fournira des résultats peu profonds. Si ces modèles sont stratosphériques, il bougera le ciel et la terre pour les correspondre. Les millionnaires ne tolèrent pas la médiocrité. Pas dans vos équipes, pas dans vos produits, pas dans vos décisions, pas dans votre corps. Cette intolérance n'est pas une arrogance, c'est une pure stratégie. Ils savent que la qualité de leur vie est directement proportionnelle à la rigidité de leurs critères. Imaginez que vous construisez une forteresse. Si vous acceptez des briques fissurées, du ciment de faible qualité et du travail imprudent, votre structure s'effondrera au premier tremblement. Mais si vous avez besoin de matériaux impeccables, de précision millimétrique et d'artisanat impeccable, vous élèverez un palais qui défiera le temps. Vous êtes l'architecte de votre propre existence. Chaque choix, chaque concession, chaque excuse sculpte le bâtiment que vous habitez pour le reste de votre vie. Demandez-vous, où est-ce que j'accepte moins que ce que je mérite? Au travail, où des résultats acceptables fournissent au lieu d'exceptionnels? Dans les relations, où tolèrent les connexions qui s'écoulent au lieu d'augmenter? En santé, où négociez-vous votre bien-être pour plus de commodité? La bonne nouvelle est que les normes ne sont pas des destinations, ce sont des décisions. Vous pouvez actuellement augmenter vos critères. Vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, chaque action sera le reflet de qui vous aspirez. Et lorsque vous ferez ce choix, quelque chose de magique se produira, votre subconscient se réveillera en tant que général de campagne. Je suis prêt à l'excellence, déclarez-vous, et votre cerveau, en tant que brillant stratège, reconfigurera votre réalité pour correspondre à cet ordre. La médiocrité est un choix. La grandeur aussi. Lequel allez-vous nourrir aujourd'hui? La vraie prospérité n'est pas construite avec l'obsession de l'argent, mais avec la passion pour la résolution de problèmes qui comptent. Les grands empires ne sont pas nés des transactions, mais des transformations. Apple ne s'est pas enrichissant les gadgets de vente,
enrichi en révolutionnant la façon dont nous communiquons, travaillons et nous amusons. Amazon non. Dominer le monde en vente de livres, dominé par l'élimination des obstacles entre le désir et la possession, entre la curiosité et la connaissance. L'argent n'est pas l'objectif, c'est l'écho d'un problème bien résolu. Plus le problème est élevé, plus l'écho est puissant. Plus la solution est profonde, plus l'impact est durable. Voici le tournant de la clé qui sépare les visionnaires des simples accumulateurs. Arrêtez de demander « Comment puis-je gagner plus ?» et commencez à demander « Comment serais-je mieux ?» Lorsque vous modifiez l'objectif de devoir le transformer, ce n'est plus un chasseur de pièces pour devenir un architecte de valeur. Et c'est là que la magie se produit, l'argent coule vers lui comme une rivière qui trouve son lit naturel, non pas par hasard, mais par conséquent. Pour activer cette loi dans votre vie, faites un inventaire implacable de vous-même. Quels problèmes ne peuvent que résoudre? Quels besoins du monde résonnent avec leurs compétences, leurs passions, leur essence? Identifiez-les. Ensuite, consacrez-vous à être le meilleur dans l'art de les résoudre. Il ne suffit pas de le faire, il est nécessaire de relever. Il ne suffit pas d'offrir, il est nécessaire de se réjouir. Devenez le pharaon dans votre région, la référence incontestée, le nom qui survient lorsque quelqu'un cherche l'excellence. Lorsque vous vous positionnez de cette façon, la loi de la réciprocité entre en action, les récompenses mondiales qui l'enrichissent. Chapitre 22, Kondo Wan, l'argent comme instrument d'alchimie. La plupart des gens ont une relation malade avec l'argent, soit ils le diabolisent, comme s'ils étaient sales, soit l'idolâtrant, comme s'il s'agissait d'un dieu. Mais le code des anciens révèle une vérité libératrice, je comprends que l'argent n'est qu'un outil, un moyen de créer la liberté et de multiplier mon impact sur le monde. Cette déclaration est la clé qui brise les courants de la pénurie mentale. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie amplifiée. Si vous êtes généreux, cela améliorera votre générosité. S'il est créatif, il vous donnera des ailes à créer sur une échelle monumentale. Mais s'il est mesquin, il amplifiera votre mesquine. Les vrais maîtres de l'abondance, tels que les Portes, Buffett ou Oprah, ne voient pas l'argent comme un trophée, mais comme une baguette de conduction, un instrument pour guérir, construire et élever. Ils n'ont pas accumulé la richesse par accident. Ils ont accumulé parce qu'ils y ont vu un véhicule pour résoudre des problèmes colossaux, éradiquer les maladies, démocratiser les connaissances, autonomiser les communautés. Et ce faisant, l'abondance s'est précipitée non pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle de leur objectif. Votre relation avec l'argent est un miroir de votre relation avec vous-même. Si vous vous sentez indigne de la richesse, il vous fuira. Si vous le craignez, il se cachera. Si vous vous méprisez, vous le saboterez. Mais si elle la voit comme un allié, une force neutre qui peut être façonnée par ses intentions, elle se pliera à sa vision. Maquillez avec l'argent. Ne l'adorez pas le maudire, pas le thème. Utilisez-le. Utilisez-le pour forger la vie que vous méritez et pour laisser un héritage qui transcende votre existence. Chapitre 23, la symphonie de l'abondance, orchestrer plusieurs sources de revenus. Dans l'économie du XXIe siècle, il s'appuie sur une seule source de revenus, c'est comme construire une maison sur le sable moravediça. La plupart des gens font cette erreur, parier tout sur un salaire, un patron, un système qui peut s'effondrer à tout moment. Mais le code perd le secret de ceux qui ne craignent jamais l'instabilité, je diversifie mes sources de revenus, car la véritable sécurité financière est née de la multiplicité. Ce n'est pas seulement une stratégie de survie, c'est une stratégie de domination. Les millionnaires ne considèrent pas comme des employés, ils pensent comme des conducteurs. Ils n'ont pas d'instruments, ont un orchestre, des investissements qui fonctionnent pendant que le sommeil, des affaires qui grimpent sans leur présence, des actifs qui génèrent un revenu passif comme une horloge suisse. Chaque source de revenus est une note dans sa symphonie financière. Plus il y a de notes, plus la mélodie est riche. Pour commencer à composer le vôtre, faites cet exercice. Quelles compétences pouvez-vous monétiser aujourd'hui? Quelles connaissances peuvent-elles devenir des produits, des services ou des investissements? Quelles passions peuvent devenir des flux de trésorerie? Ne soyez pas satisfait d'un seul instrument. Si vous n'avez qu'un travail, vous jouez une note solitaire. Devenez le souverain de votre propre symphonie. Chaque nouveau flux de revenus est une étape vers la liberté,
la liberté de choisir, d'oser, de vivre sans lien. Chapitre 24, l'alchimie de la réinversion, transformant l'or en empire. La plupart des gens suivent un script. Gico, il gagne plus, dépense plus, il gagne encore plus, il dépense encore plus. C'est le piège du style de vie gonflé, le cercle vicieux qu'il maintient même les otages réussis de leurs propres dépenses. Mais le code révèle le secret de ceux qui construisent des dynasties. Je réinvise ma cupidité avec une discipline féroce, parce que je sais que chaque réel réintégré est une graine d'un avenir exponentiel. Les riches ne vivent pas au-dessus de leurs possibilités, vivent en dessous pour investir ci-dessus. Warren Buffett a vécu dans la même maison modeste pendant des décennies tout en réinvestissant chaque dollar supplémentaire à Berkshire Hathaway. Son « sacrifice » n'était pas une privation, c'était une stratégie. Chaque réel non dépensé sur superflu était une brique dans son empire. La réinversion est l'art de planter des arbres tandis que d'autres récoltent des fleurs. Chaque fois que vous choisissez de réinvestir au lieu de dépenser, vous semez un avenir où l'argent fonctionne pour vous, et non l'inverse. Le trafic de consommation immédiat est subtil, à chaque augmentation, la tentation de mériter plus. Mais les maîtres de la richesse développent une amnésie hédoniste, ils oublient qu'ils peuvent se permettre de luxe car ils sont obsédés par le jeu plus large, multiplier leur capital jusqu'à ce qu'ils deviennent une force imparable. Ne tombez pas dans l'illusion que les dépenses vivent. Vivre, c'est construire. Chaque véritable réinvestissement aujourd'hui est une armée de reais qui travaille pour vous demain. Mettre cette alchimie, et vous accumulerez non seulement la richesse, créera un héritage. La richesse n'est pas un jeu avec la durée de conservation, c'est un investissement perpétuel dans un monde où les règles se réécrivent à chaque cycle. Qui arrête d'apprendre, arrête de grandir. Qui cesse de grandir, devient une relique financière. Mais les vrais architectes de fortune traitent la connaissance comme une arme de construction de masse, plus le plus net, plus son empire se développe rapidement. Regardez Charles Munger, l'homme à droite de Warren Buffett, qui, à 99 ans, dévore plus de 500 livres par an. Pour lui, l'apprentissage n'est pas un passe-temps, c'est le dogme. Ce n'est pas un hasard si deux des hommes les plus riches de la planète ont en commun non seulement l'intelligence, mais une soif insatiable pour la sagesse. Chaque concept dominé, chaque compétence perfectionnée, chaque connexion stratégique est un nouvel équipement dans son mécanisme de création de richesse. Ne soyez pas satisfait de ce que vous savez déjà. Être un apprenti éternel. Les livres dévorés, dominent les cours, absorbent les mentors, transforment chaque minute inactive en classe. L'éducation est le seul actif qui ne se déprécie pas, échoue et paie des dividendes éternels. Chapitre 26, la galerie des mentors de collecte de maîtres comme chef d'œuvre. Le chemin de la prospérité est un voyage solitaire, à moins que vous ne sachiez où se trouvent les raccourcis. La plupart trébuchent dans l'obscurité, répétant les erreurs déjà surmontées par les autres. Mais ceux qui dominent le jeu financier ont un secret, ils n'apprennent pas seuls. Sa déclaration est implacable, je me moque en tant que lion de chasse, je ne nourris que la sagesse de ceux qui ont déjà conquis ce que je veux. Ce n'est pas de la chance. C'est la stratégie. Au lieu de décennies de tentatives et d'erreurs, il comprime des décennies d'expérience en moi, absorbant les leçons concentrées de ceux qui ont déjà parcouru la voie. C'est comme avoir une machine à voyager dans le temps, seulement mieux parce que vous n'avez pas à faire les mêmes erreurs à apprendre. Beaucoup hésitent à aborder le succès, comme si le succès était un club exclusif. Erreur. Les vrais maîtres reconnaissent l'audace de ceux qui viennent avec le respect, la préparation et la soif de croissance. Il ne s'agit pas d'avoir un mentor, c'est de créer un conseil de guerre mentale, une légion de génies qui illumine tous les angles de votre voyage. Imaginez avoir une équipe de stratèges financiers, chaque expert dans un front, investissement, négociation, leadership, innovation. Ce n'est pas un réseautage. Cela construit une armée personnelle de sagesse. Arrêtez ensuite d'admirer à distance. Approche. Démontrez la valeur. Montrez que vous êtes un artiste, pas un rêveur. Et voyez les portes si vous ouvrez que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. La vraie richesse n'est pas mesurée en nombre, mais dans l'accès et les mentors sont les clés debout de cet accès. Chapitre 27, The Financial Zen, l'art de rester impédable lorsque le marché crie. Le marché est un miroir des émotions humaines, aussi entre la panique aveugle et l'euphorie irrationnelle.
La plupart des noyés dans cette mer de sentiments, achetés en haut, vendent en arrière-plan et répéter le cycle pour ruiner. Mais les vrais maîtres fonctionnent pour une déclaration incassable: je domine mes émotions parce que je sais que la patience est le carburant du faux. Ertuna. Ils ont développé quelque chose de rare, l'anesthésie financière. Alors que le monde s'effondre, ils restent sereins. Alors que la foule célèbre, ils calculent. Warren Buffett n'a pas dit être gourmand quand les autres ont peur par hasard, il a compris que les plus grandes opportunités naissent lorsque la peur paralyse les faibles. La patience n'est pas la vertu. C'est tactique. C'est ce qui vous permet d'acheter lorsque le sang coule dans les rues et se vend lorsque la fête est à son apogée. Le marché ne récompense pas les anxieux. Attribuez ceux qui savent comment attendre. Ceux qui comprennent que la richesse n'est pas construite en un jour, mais en cycle, et que chaque crise est une liquidation déguisée pour ceux qui gardent la tête froide. Puis respirez profondément. Méditez au milieu du chaos. Agir lorsque les autres gèlent. N'oubliez pas, le vrai luxe n'est pas ce que vous achetez, mais la tranquillité de qui sait que le temps est de votre côté. Chapitre 28, Levier invisible, comment multiplier votre pouvoir financier sans se casser. L'argent est un outil. L'appartement est la physique financière, la force qui vous permet de déplacer les montagnes avec un seul point de soutien. La plupart dépendent uniquement de leur propre capital, limitant leur portée. Mais les constructeurs empires opèrent pour une simple vérité: j'utilise l'argent des autres pour accélérer ma croissance, mais je ne perds jamais le contrôle du risque. Donald Trump a levé des gratte-ciel avec la capitale des autres. Elon Musk a lancé des roquettes et des voitures électriques avec un web d'investisseurs et une dette stratégique. Le secret n'est pas seulement l'utilisation de leviers, il le domine. Les masters ne parient pas tout. Ils calculent chaque mouvement, maintiennent les réservations de tempête et ont toujours un plan B, C et D. L'appalancier n'est pas pour les amateurs. C'est pour ceux qui comprennent que la frontière entre le génie et la ruine est mince, et marchent dessus avec la précision d'un funambalista, sachant que le réseau de sécurité est là. Alors arrêtez-vous en fonction de votre poche uniquement. Apprenez à utiliser le capital des autres comme extension de votre pouvoir. Maître l'art de transformer la dette en trampoline, des investisseurs en alliés et des risques sur les opportunités calculées. Lorsque vous faites cela, la richesse ne se développe pas linéairement, elle explose dans la progression géométrique. Chapitre 29, L'héritage éternel, construire non pas pour vous, mais pour les générations à venir. La plupart du plan depuis des années. Certains depuis des décennies. Les vrais architectes de la richesse pensent des siècles. Votre déclaration est un manifeste: je n'accumule pas d'argent, je construis des systèmes qui généreront beaucoup de richesse après mon départ. Les millionnaires temporaires remplissent les coffres. Les dynasties financières augmentent les empires. Les nations financées par Rothschild. Les industries en forme de Rockefeller. Le Walton a redéfini la vente au détail. Aucun d'eux n'a pensé à « comment je vais dépenser mon argent ». Ils ont pensé à « comment mon nom sera toujours synonyme de puissance dans 100 ans ». L'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que vous mettez en mouvement. Chaque décision aujourd'hui doit être une brique dans la forteresse de demain. Chaque investissement, une graine pour la récolte de vos petits-enfants. La richesse réelle n'est pas mesurée dans la déclaration bancaire, elle est mesurée dans la capacité de transcender le temps. Arrêtez ensuite d'agir comme un locataire de l'histoire. Commencez à construire en tant que propriétaire du futur. La richesse est non seulement évaluée par l'impact immédiat qu'il génère, mais par la marque il quitte dans les 3 générations suivantes. Cette vision à long terme est ce qui sépare les constructeurs des empires des simples accumulateurs de fortune. Alors que certains ne voient que le prochain trimestre, les véritables architectes abondants agissent avec la patience de ceux qui plantent des chênes sachant qu'ils ne s'assoiront jamais dans leur ombre. Et voici la différence cruciale: ce qui semble être un sacrifice aujourd'hui se révèle comme une sagesse demain. Une entreprise qui emploie des milliers de personnes n'est pas née du jour au lendemain. Une fondation qui transforme des millions de personnes n'est pas construite à la hâte. Une tradition d'excellence n'est pas créée avec des raccourcis. Ce sont des choix qui, à première vue, peuvent sembler moins rentables, mais qui deviennent au fil du temps les fondements d'un héritage incassable. Par conséquent, il n'est pas heureux d'être un autre nom sur la liste des riches. Demandez-vous, qu'est-ce que vos héritiers recevront de vous ?
Un chèque qui vide au fil du temps? Ou un système qui continue de générer de la richesse beaucoup après vous? L'état d'esprit générationnel ne consiste pas à rassembler des légumes pour le prochain repas, il s'agit de planter une forêt qui nourrira votre famille pendant des siècles. Et les forêts ne poussent pas la nuit. Il nécessite une vision, une patience et le courage d'agir aujourd'hui pour demain. Être l'architecte qui. Cela roule non seulement pour vous mais pour l'éternité. Chapitre 30, Millionnaire humilité, l'antidote contre l'autodestruction. L'orgueil est le poison qui érode les empires. L'histoire est pleine de noms qui, en atteignant le sommet, trébuchaient dans leur propre arrogance. La plupart des gens, en réussissant, ferment les portes de l'apprentissage, croyant qu'ils savent déjà tout. Mais les vrais maîtres de l'abondance connaissent un secret ancestral: je maintiens l'humilité et la gratitude pour ma richesse alors que je continue de grandir et de contribuer. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un bouclier. La fierté entraîne des risques inutiles, la surdité a des conseils précieux et à la suppression de ceux qui ont aidé à construire la voie. L'humilité, en revanche, maintient vos pieds sur le sol, l'esprit ouvert et le but clair. La gratitude est l'armure qui protège contre la complaisance. Lorsque vous appréciez ce que vous avez, non seulement protégez mais multipliez de manière responsable. Observez ceux qui gardent leur fortune pendant des décennies, ce ne sont pas ceux qui se montrent, mais ceux qui restent curieux, généreux et disposés à apprendre. Warren Buffett lit toujours des centaines de pages par jour. Bill Gates continue de rechercher des solutions aux problèmes mondiaux. Ils savent que le succès n'est pas seulement le mérite, c'est aussi la chance, le timing et la main de beaucoup d'autres. Ne laissez pas l'ego éteindre votre lumière. Restez humble. Merci pour ce que vous avez. N'oubliez pas, le succès n'est pas une ligne d'arrivée, mais un voyage. Et chaque voyage est plus riche quand il a voyagé avec gratitude et en compagnie de ceux qui l'élèvent. Chapitre 31, Abondance holistique, richesse au-delà de l'argent. La plupart confondent la richesse avec les soldes bancaires. Mais les sages savent, la véritable abondance n'est pas mesurée en nombre, mais en vitalité. Sa déclaration est claire: je vis avec l'abondance dans tous les domaines de ma vie, car je comprends que la véritable richesse comprend la santé, les relations, le but et la croissance. Il y a une différence abyssale entre ceux qui accumulent de l'argent et qui cultivent une vie complète. Le premier peut avoir des comptes complets, mais des cœurs vides. Les secondes comprennent que la richesse est un écosystème, si une partie échoue, tout s'effondre. Imaginez un jardin. Vous pouvez avoir les fleurs les plus rares du monde, mais si la terre est empoisonnée, l'eau contaminée et le soleil bloqué, rien ne survivra. L'argent est comme cette fleur, lumineuse mais fragile sans les autres éléments. À quoi sert une fortune si la santé est ruineuse, les relations sont toxiques et l'objectif non existant? L'argent ne se remplit pas vide, il les amplifie. Mais lorsque vous investissez dans la santé, l'amour, le sens et l'évolution, l'argent devient le carburant qui améliore tout cela. Ce n'est plus une fin et devient l'outil qui vous permet d'exprimer sa version à la meilleure échelle. Ne soyez pas satisfait de la richesse d'un extrait. Être l'architecte d'une abondance qui transcende le matériau. Prenez soin du corps, écarte la relation, dites le but et élargissez l'esprit. Ainsi, l'argent ne viendra pas comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle d'une vie bien perçue. Chapitre 32, Synchronie de l'architecte, alignement l'esprit et l'action. La connaissance sans exécution est l'illusion. Beaucoup collectent des cours, dévorent les livres et regardent des haut-parleurs, mais ne quittent jamais l'endroit. Votre déclaration devrait être: j'aligne mes actions avec mes mots, en utilisant chaque choix quotidien pour forger ma nouvelle identité. C'est le pont entre le rêve et la réalité. Son subconscient n'est pas convaincu par les mots, il a besoin de preuves. Si vous dites que vous êtes discipliné, mais dites ce qui compte, votre inconscient saura que c'est un mensonge. Il est indiqué qu'il s'agit d'un créateur de valeur, mais passe les jours à consommer des distractions, son système interne résistera au changement. Ceux qui construisent des fortunes agissent différemment. Ils transforment chaque décision en une brique de leur nouvelle identité. S'ils disent qu'ils sont disciplinés, réveillez-vous tôt et s'entraînez-vous. S'ils sont indiqués qu'ils sont innovants, ils consacrent des heures à des projets qui changent de vie. À chaque action, ils envoient un message clair à l'univers: je suis prêt. Je suis engagé. J'agis comme la personne que je dis.
La connaissance est la carte. L'action est le voyage. La cohérence est ce qui vous mène à la destination. Ne soyez pas heureux d'avoir la carte. Commencez à marcher. Ne vous laissez pas berner par le projet. Commencez à construire. Et puis vous verrez la magie se produire, la réalité externe est façonnée pour refléter qui vous êtes vraiment devenu. Chapitre 33, le cercle de gratitude, la source inépuisable d'abondance. La gratitude est l'aimant de la prospérité. Tandis que le plus grand, il se concentrerait, les maîtres de l'abondance célèbrent ce qu'ils ont déjà. Sa déclaration est puissante, je garde un cercle de gratitude, en remerciant l'abondance présente et ce qui est à venir. Cette différence de perspective définit les réalités. Ceux qui vivent dans la rareté attirent plus de rareté. Ceux qui cultivent la gratitude ouvrent les portes à l'infini. La gratitude n'est pas la passivité, c'est l'énergie. Il augmente vos vibrations, vous éprouve la fréquence de l'abondance et transforme votre état d'esprit. Lorsque vous vous remerciez, votre concentration change, vous voyez des opportunités où les autres voient des obstacles, il attire la générosité parce qu'elle est généreuse et agit avec la confiance de qui sait que l'univers conspire en sa faveur. Ce n'est pas une coïncidence que les plus prospères soient également les plus reconnaissants. Ils ne s'attendent pas à ce que l'abondance remercie, ils remercient d'attirer l'abondance. Et donc ils créent un cycle vertueux, plus ils reconnaissent, plus ils en reçoivent, plus ils obtiennent, plus ils deviennent reconnaissants. Commencez aujourd'hui. Énumérez 3 choses que vous êtes reconnaissant. Sentir cette énergie. Et notez comment, petit à petit, votre vie se remplit non seulement, mais ce qui compte vraiment. La vraie prospérité ne commence pas par ce que vous voulez, mais par ce que vous avez déjà. Faites un inventaire sacré de votre vie en ce moment, vous avez un plafond qui le abrite, de la nourriture qui vous nourrit, la santé qui vous soutient, des relations qui vous élèvent. Ce ne sont pas des détails, ce sont des preuves vivantes que l'abondance coule déjà vers elle. Merci non pas comme un geste mécanique, mais comme un acte de pouvoir. Parce que lorsque vous reconnaissez ce que vous avez déjà, l'univers comprend, c'est quelqu'un prêt à recevoir encore plus. N'oubliez pas, la gratitude n'est pas un sentiment de passage, c'est une décision quotidienne. Un choix conscient de se concentrer sur ce qui remplit vos mains, pas ce qui semble manquer. En faisant ce choix, vous déclenchez un mécanisme d'attraction ancestrale, un cercle d'abondance qui n'est pas épuisé, mais se développe vers la prospérité qui transcende le temps. Chapitre 34, détachement stratégique, libérer les résultats pour atteindre la grandeur. La plupart des gens se noient dans l'attachement aux résultats. S'ils gagnent, ils deviennent arrogants, ils échouent, ils abandonnent. Ce lien émotionnel avec le succès ou l'échec est exactement ce qui les maintient piégés dans les cycles de médiocrité. Mais les maîtres de l'abondance opèrent autrement. Agissent-ils avec une intention incassable et une discipline implacable, mais divulguent le résultat? C'est sacré. J'agis avec un but et une précision, mais libre du contrôle du destin, confiant que l'univers me guidera vers la version la plus sublime de mon voyage. Cette déclaration n'est pas pour ceux qui ne rêvent que pour ceux qui se construisent. Les rêveurs s'accrochent à des fantasmes, mais ne bougent jamais une pierre. Les constructeurs agissent avec une foi inébranlable, sachant que l'univers est un meilleur stratège qu'eux. Le chemin vers la grandeur est rarement une ligne droite, c'est un dédale de leçons, et ceux qui insistent pour contrôler chaque courbe perdent la magie de l'itinéraire. Le détachement stratégique n'est pas une passivité, c'est une confiance radicale. Il est à comprendre que votre travail consiste à semer avec excellence, à l'eau avec discipline et à protéger votre vision avec cohérence. Le reste, il appartient aux mains de forces plus grandes. Comme un jardinier qui plante la graine, il nourrit la terre et fait confiance dans le temps, il ne peut pas forcer le soleil à briller même la pluie à tomber, mais c'est qu'en faisant sa part, la nature conspirera en sa faveur. Vous êtes le jardinier de votre propre vie. Plantez clairement vos intentions, cultivez-les avec une action quotidienne, puis lâchez prise. Non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que vous avez confiance que l'univers livrera non seulement ce que vous avez demandé, mais ce dont vous avez besoin pour s'épanouir. Chapitre 35, Feu interne, discipline comme saint art. La discipline n'est pas un fardeau, c'est le plus grand acte d'auto-amour qui existe. La plupart voient la discipline comme une cage, une obligation douloureuse. Mais les maîtres savent, c'est la flamme qui forge les destinations.
Je cultive la discipline comme un feu sacré, parce que je sais que c'est celui qui porte mon caractère et illumine mon chemin. Cette vérité sépare ceux qui atteignent ceux qui ne désirent que. Ceux qui triomphent comprennent que la discipline n'est pas une privation, c'est la liberté. La liberté d'agir aujourd'hui pour vivre demain ce dont les autres rêvent seulement. Chaque aube que vous vous réveillez avant le soleil, chaque page que vous transformez en livre tandis que les autres roulent sur la chronologie, chaque nom qui dit les distractions vides, vous nourrissez cette flamme. Et au fil du temps, il devient si intense qu'il n'a plus besoin de motivation d'extension. ARN. La discipline devient instinct. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. 10 minutes d'exercice. 5 pages lues. Une tâche cruciale terminée. Célébrez chaque victoire comme un rituel. Parce que chaque petite action est une brique sur l'autel de sa grandeur. La discipline n'est pas une punition, c'est le cadeau que vous vous offrez, le don de la paternité sur votre propre vie. Chapitre 36, la danse de la synchronicité, déchiffrer les messages de l'univers. L'univers ne parle pas, chuchotez. Et la plupart sont tellement occupés à crier leur peur et leurs doutes qu'ils n'entendent pas les réponses. Mais les maîtres de l'abondance savent, la vie est une chorégraphie des signes, et ceux qui apprennent à danser avec eux se déplacent sans effort. Je suis en phase avec les messages de l'univers et la danse avec synchronicité, car je sais que chaque signe est un pas vers mon but. Cette déclaration sépare ceux qui se battent de ceux qui coulent. Qui se bat pousse la rivière, épuisé. Qui ne coule rien avec le courant, car il comprend que les coïncidences n'existent pas, ce sont des confirmations. Lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions sont alignées, l'univers répond avec des portes qui s'ouvrent, des réunions qui changent tout, des idées qui viennent comme la foudre. Pour commencer à danser, arrêtez. Méditez. Marchez dans la nature sans hâte. Écoutez le silence jusqu'à ce qu'il devienne éloquent. Les réponses ne sont pas dans le bruit, ils sont dans l'espace entre une pensée et une autre. N'oubliez pas, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez vous-même ce que vous êtes. Soyez la version de vous-même que vous vivez déjà en harmonie avec votre objectif, et les signes se révéleront comme des phares en cours de route. Chapitre 37, le pouvoir de la vision, peindre l'avenir sur l'écran de l'esprit. Votre réalité est le reflet de ce que vous voyez, pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que vous projetez avec votre esprit. La plupart vivent avec une vision nuageuse de demain, donc elles récoltent une vie sans concentration. Mais les architectes du destin savent, l'avenir n'est pas attendu, il est créé. Je sculpte une vision cristalline de mon avenir et je le vis avec une telle conviction dans mon esprit que l'univers n'a d'autre choix que de le matérialiser. C'est la différence entre ceux qui rêvent et qui se construisent. Les rêveurs fantasment, les constructeurs ressentent l'avenir comme s'il était déjà présent. Parce que l'esprit ne distingue pas une véritable expérience d'une intensité imaginaire. Lorsque vous visualisez votre succès de toutes les manières, l'odeur, le son, l'émotion, envoie une commande au subconscient, c'est mon destin. Commencez à me guider vers lui. Prenez un cahier. Décrivez votre vie idéale dans des détails si vifs que vous donnez pour ne pas l'avoir maintenant. Ensuite, fermez les yeux et vivez cette réalité pendant 5 minutes par jour. Pas comme un désir, mais comme une certitude. Parce que l'avenir n'est pas un endroit où vous allez, c'est quelque chose que vous tirez au présent avec la force de votre conviction. Chapitre 38, Action massive, la prémonnaie de la transformation d'exportation. La connaissance sans action est comme une voiture sans carburant, belle mais inutile. La plupart sont paralysés dans le piège de préparation, lecture, planification, analyse. Dévorer des informations comme si les connaissances en soi pouvaient transformer les rêves en réalité. Mais les manuscrits ancestraux dévoilent la vérité brute et indéniable, je prends une action massive et implacable, car je sais que le mouvement est la détonation de la métamorphose exponentielle. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est la ligne de division entre ceux qui conquérir et ceux qui veulent seulement. Les gagnants n'attendent pas le moment parfait, ils créent le moment. Il n'est pas trompé par la fausseté que le succès est le résultat du hasard. Ils savent, avec une certitude absolue, que c'est le résultat d'une action délibérée, répétée jusqu'à ce que la résistance se rende et que le destin se plie à sa volonté. L'action massive n'est pas une agitation sans but, c'est la foi en mouvement. Il est à comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer, juste le courage de faire le premier pas.
Le chemin vous révélera lorsque vous marchez, pas avant. Commencez par un plan de bataille. Quel est votre objectif? Pas une vague aspiration, mais un objectif si clair que vous pouvez le sentir entre vos mains. Quelles sont les étapes non négociables qui vous y emmèneront? Écrivez-les. Maintenant, exécutez le premier. Puis le second. Puis le troisième. Ne vous arrêtez pas pour interroger, n'attendez pas la permission. Chaque étape est un marteau écrasant les courants de doute. N'oubliez pas, l'action massive n'est pas un sprint, c'est une guerre de friction. C'est la discipline de passer tous les jours, même si c'est un pouce, jusqu'à ce que ces petits progrès deviennent un income d'avalanche. Orthrolable des résultats. Et lorsque la fatigue frappe à la porte, comme elle frappe toujours à la suite, les empires ne sont pas construits par jours de motivation, mais les nuits d'épuisement où vous choisissez de persister. Chapitre 39, Générosité, le portail secret pour l'abondance illimitée. La plupart opèrent encore sous l'illusion toxique que la richesse est une somme nulle, pour que vous gagniez, un autre doit perdre. Mais les manuscrits ancestraux révèlent la vérité cachée, je donne avec une générosité radicale, parce que je sais que la véritable abondance coule où il y a de la circulation, pas une accumulation. Cette déclaration n'est pas un conseil moral, c'est une loi universelle du pouvoir. Les riches ne gardent pas, ils se multiplient. Ils ne voient pas l'abondance comme un gâteau à diviser, mais comme un océan qui se développe à chaque acte de don. La générosité n'est pas une charité, c'est l'alchimie financière. L'univers ne récompense pas les avancées, mais ceux qui deviennent des canaux de flux. Parce que la richesse, en substance, est l'énergie. Et dépourrie d'énergie stagnante, le mouvement d'énergie attire plus d'énergie. Vous n'avez pas besoin de fortune pour commencer. Donnez votre temps. Partagez des connaissances qui transforment la vie. Offrez un soutien lorsque personne d'autre ne le fait. Donnez-le sans calculer le retour, car le retour se présentera sous des formes que votre esprit limité ne peut pas prévoir. Chaque acte de générosité est un aimant pour les opportunités que vous ne rêvez même pas d'exister. Pas par la magie, mais par la loi, vous récoltez ce que vous semez, multiplié par l'intention derrière la graine. Conclusion, l'héritage de l'architecte, son temps pour construire. Nous sommes arrivés à la fin de ce code. Ou plutôt, au début. Parce que maintenant, vous avez les mêmes plans qui ont guidé les empires, ce qui a élevé les dynasties, qui ont transformé les rêveurs en titans. Mais méfiez-vous, la connaissance sans exécution est un piège élégant. La richesse n'est pas sur ces pages, c'est ce que vous en ferez maintenant. Vous avez les outils des grands visionnaires de l'histoire en main. Que allez-vous construire? Un avenir de but, où est chaque décision une brique dans sa forteresse de l'abondance? Ou laisseront-ils ces plans pourrir dans le cimetière un jour? Les millionnaires ne sont pas des êtres surnaturels. Ce sont des gens ordinaires qui ont choisi des habitudes mentales inhabituelles. Votre transformation financière ne commence pas demain. Cela commence exactement ce deuxième. C'est le moment critique. Si ces mots vous ont résonné comme appel, répondez. Rejoignez la confrérie de ceux qui non seulement rêvent mais construisent. Son soutien n'est pas une dépense, c'est le carburant qui maintient cette sabidurie en vie et le passeport à un cercle où l'excellence est la monnaie. Laissez votre engagement dans les commentaires. 1. Quelle déclaration ancestrale l'a frappé comme un rayon? Pourquoi a-t-elle le pouvoir de réécrire ses antécédents financiers? 2. Quel est votre objectif financier spécifique dans les 90 prochains jours? Les nombres vacants génèrent des résultats vacants. La précision génère de la puissance. N'oubliez pas, la richesse se multiplie lorsqu'elle est partagée. En répartissant ces connaissances, vous activez les forces qui vous offriront des opportunités au-delà de votre imagination actuelle. Le monde attend. L'architecte en vous s'est réveillé. Le plan est défini. La première action est ce qui sépare les constructeurs des téléspectateurs. Il est temps de soulever votre empire. Il est temps de vivre la vie que vous méritez. Astérisque, n'oubliez pas, partagez et commentez. Chaque action est un saut d'engagement dans votre destination. Je suis l'architecte de mon abondance.